2 millions de femmes allemandes ont subi des agressions sexuelles entre janvier et août 1945. À Berlin, plus de 100 000 cas ont été documentés dans des dossiers hospitaliers entre avril et mai. 90% des femmes de la ville ont contracté des maladies vénériennes pendant l'occupation. Les rapports du NKVD arrivaient à Moscou avec des détails précis sur ce qui s'était passé en Prusse orientale, en Poméranie et en Silésie. Staline recevait ces documents régulièrement. Lorsque le politicien yougoslave Milovan Djilas protesta contre des situations similaires dans son pays, Staline répondit qu'il devait comprendre si un soldat ayant marché des milliers de kilomètres voulait prendre certaines libertés. La Marcha vengeresse. L'armée rouge franchit les frontières du Reich. L'hiver 1945 a marqué le début de la fin pour le Troisième Reich. Après presque 4 ans de guerre dévastatrice sur le front oriental, l'armée rouge soviétique a finalement franchi les frontières du Reich allemand le 12 janvier. Ce qui a suivi n'était pas simplement une opération militaire de conquête, mais un règlement de compte historique dont les conséquences pour la population civile allemande, en particulier les femmes, seraient catastrophiques. Pour comprendre l'ampleur de ce qui allait se passer, il était nécessaire de revenir à juin 1941, lorsque 3 millions de soldats allemands envahirent l'Union soviétique lors de l'opération Barbarossa. La Wehrmacht n'est pas arrivée comme une armée d'occupation conventionnelle. Derrière les lignes de front, des unités spéciales connues sous le nom d'Einsatzgruppen exécutaient systématiquement des juifs, des commissaires politiques et des civils considérés comme des ennemis du Reich. Dans des villes comme Kiev, plus de 33 000 personnes furent assassinées dans le ravin de Babi Yar en à peine 2 jours. À Leningrad, le siège allemand causa la mort par famine d'environ 1 million de civils pendant 900 jours de siège. La violence sexuelle faisait également partie intégrante de l'occupation nazie. Des études historiques basées sur des archives soviétiques et des témoignages documentent qu'entre 750 000 et 1 million d'enfants sont nés à la suite de viols commis par des soldats allemands sur le territoire soviétique. À Smolensk, les autorités allemandes ont établi des bordels où des centaines de femmes et de filles ont été forcées de travailler, littéralement tirées par les cheveux ou sous la menace d'une arme à feu. Ces crimes n'étaient pas des aberrations de soldats individuels, mais faisaient partie d'une politique de terreur calculée pour briser la résistance de la population. Les soldats de l'armée rouge, qui avançaient vers l'ouest en 1945, avaient été des témoins directs de cette dévastation. Beaucoup avaient vu leurs villages détruits, leurs familles assassinées. Le correspondant de guerre Vassili Grossman, qui accompagna l'armée rouge durant toute sa marche vers Berlin, documenta dans ses carnets la destruction systématique qu'ils rencontraient sur leur chemin. Des villages complètement brûlés, des fosses communes avec des milliers de corps, des hôpitaux où les Allemands avaient exécuté tous les patients avant de se retirer. Alexandre Solzhenitsyn, alors officier de l'armée rouge, a capturé le sentiment prédominant dans son poème « Nuit prussienne ». Ces vers ne cachent pas la soif de vengeance qui animait les troupes soviétiques. « Vous savez très bien que nous sommes venus en Allemagne pour nous venger », a-t-il écrit, décrivant des scènes de violence indiscriminée contre la population civile. Ce désir de rétribution ne surgit pas de nulle part, mais d'années de propagande soviétique qui soulignait les atrocités allemandes et de l'expérience directe de soldats qui avaient tout perdu. La propagande a joué un rôle crucial des deux côtés. Pendant des années, le régime nazi avait alimenté la peur d'une invasion soviétique avec des images de hordes mongoles assoiffées de sang. Joseph Goebbels, ministre de la propagande du Reich, a intensifié ce message à mesure que l'armée rouge s'approchait. Des affiches et des bulletins d'information montraient des soldats soviétiques aux traits asiatiques comme des bêtes sauvages, alimentant une terreur raciale qui aurait des conséquences directes sur la manière dont la population allemande a affronté l'arrivée des soviétiques. Cette propagande nazie n'était pas complètement inventée. L'armée rouge était effectivement une force multiethnique qui incluait des soldats des républiques d'Asie centrale, ouzbeks, kazakhs, tartares. Cependant, la majorité des troupes étaient russes, ukrainiennes et biélorusses. La caractérisation raciale nazie remplissait un double objectif: mobiliser la population allemande pour une résistance désespérée et, paradoxalement, préparer psychologiquement les femmes allemandes au pire. Dans la hiérarchie du pouvoir soviétique,
Joseph Staline connaissait parfaitement l'état d'esprit de ses troupes. Lorsque le homme politique yougoslave Milovan Djilas s'est plaint des violations commises par des soldats soviétiques en Yougoslavie, Staline a répondu avec une indifférence calculée. Il a suggéré que Djilas devrait comprendre si un soldat ayant traversé des milliers de kilomètres à travers le sang, le feu et la mort s'amusait avec une femme ou prenait une bagatelle. À une autre occasion, lorsqu'on lui a rapporté des abus contre des réfugiés allemands, Staline a commenté qu'on donnait trop de conférences aux soldats et qu'ils devaient avoir leur propre initiative. Attitude de la part de la haute direction a créé une ambiance d'impunité. Bien qu'il n'existe aucune preuve que la violation ait été légalement sanctionnée en tant que politique officielle, le manque d'intervention effective de la part d'en haut équivalait à une autorisation tacite. Le maréchal Konstantin Rokossovski a tenté d'émettre l'ordre numéro 006 pour diriger les sentiments de haine vers la lutte sur le champ de bataille, non contre les civils, mais cela a eu peu d'effets pratiques. Certains commandants de division ont pris des mesures drastiques, y compris l'exécution sommaire de soldats surpris en train d'agir violemment contre des civils, mais ces cas étaient des exceptions dans une mer d'impunité. L'état psychologique des troupes soviétiques en janvier 1945 était complexe. Beaucoup n'avaient pas vu leur famille depuis des années, vivant dans des conditions brutales sur le front. La capture de territoires allemands leur révéla un niveau de prospérité matérielle qui contrastait brutalement avec la pénurie caractérisant la vie dans l'Union soviétique stalinienne. Des maisons avec des meubles intacts, des montres, des radios, des bicyclettes, des objets qui en URSS étaient des luxes inaccessibles. Cette découverte alimenta une fièvre de pillage qui s'étendit à tous les rangs de l'armée. Les premiers horreurs, la Prussie orientale sous l'armée rouge. Le 12 janvier 1945, l'offensive Vistule-Oder commença par un bombardement d'artillerie qui secoua la terre gelée de Prusse orientale. En l'espace de quelques jours, les lignes défensives allemandes se brisèrent comme du cristal. Ce qui suivit fut l'une des plus grandes fuites de réfugiés de l'histoire européenne. Entre 12 et 14 millions d'Allemands fuirent vers l'ouest, tentant désespérément d'échapper à l'avancée soviétique. Pour la population civile allemande qui est restée en Prusse orientale, en Poméranie et en Silésie, que ce soit par choix ou par impossibilité d'évacuer, l'arrivée de l'armée rouge a marqué le début d'un cauchemar documenté dans des milliers de témoignages, dossiers médicaux et rapports de renseignement qui seraient plus tard dévoilés à partir des archives soviétiques et allemandes. Le 24 janvier 1945, des unités soviétiques sont entrées dans le petit village de Medgetten en Prusse orientale. Ce qui s'est passé là-bas dans les heures suivantes illustre le schéma de violence qui se reproduirait dans d'innombrables localités. Des jours plus tard, lorsque la 5e division panzer allemande a brièvement repris la zone, un officier du fort proche de Königsberg a exprimé son horreur face à ce qu'il a trouvé. Des corps mutilés de femmes et d'enfants, tous complètement nus et entassés en tas. Les preuves forensiques indiquaient qu'ils avaient été victimes de violences extrêmes avant d'être exécutés. Medgetten n'était pas un incident isolé. Dans toute la Prusse orientale, le schéma se répétait avec une constance terrifiante. Les soldats soviétiques, en particulier lors des premières vagues de l'invasion, entraient dans les villages et les villes avec un mélange d'intoxication alcoolique, d'épuisement dû au combat et de soif de vengeance. L'alcool jouait un rôle central. Les troupes soviétiques pillaient des caves et des distilleries, et l'ivresse massive est devenue la norme au cours des premières semaines de l'occupation. Le 24 mars, l'armée rouge est entrée à Danzig, le port balte qu'Hitler avait utilisé comme prétexte pour commencer la Seconde Guerre mondiale. Une enseignante de 50 ans a fourni un témoignage détaillé aux autorités de ce qu'elle a été témoin. Sa nièce de 15 ans a été violée 7 fois en une nuit. Une autre nièce de 22 ans a souffert de 15 agressions. Un officier soviétique, dans un geste que la femme a initialement interprété comme une protection, a ordonné à un groupe de femmes de se réfugier dans la cathédrale de la ville. Une fois qu'elles furent enfermées à l'intérieur, des soldats ivres sont entrés dans le bâtiment sacré, ont sonné les cloches et l'orgue dans une parodie obscène de célébration et ont procédé à violer toutes les femmes armes. Présentes toute la nuit. Les hôpitaux n'ont pas fourni d'abri. Le docteur Hans von Lehndorff, médecin allemand travaillant dans un hôpital de Königsberg, quand l'armée rouge est arrivée le 9 avril,
a méticuleusement documenté ce qui a suivi. Les soldats soviétiques ont immédiatement commencé à piller les installations, détruisant des médicaments précieux et du matériel médical. Lorsque von Lehndorff a tenté de se plaindre aux officiers soviétiques, il a été complètement ignoré. Dans ses mémoires, il a écrit que pour les soviétiques, il n'était qu'un porte-manteau avec des poches, ils ne le voyaient que du cou vers le bas, intéressés uniquement par ce qu'ils pouvaient prendre de lui. Ce qui est arrivé aux infirmières de l'hôpital était encore plus traumatisant. Des soldats soviétiques les ont violées systématiquement dans les mêmes salles où gisaient des patients blessés. Von Lehndorff a noté que loin d'arrêter ces hommes, les officiers soviétiques toléraient ouvertement ces actions. Le viol des infirmières servait à les déshumaniser, les réduisant à de simples récipients pour la gratification des soldats. Le personnel médical allemand était impuissant à intervenir. Les chiffres qui ont émergé des dossiers médicaux ultérieurs sont dévastateurs. En Prusse orientale, en Poméranie et en Silésie combinée, on estime qu'1 400 000 femmes ont été violées pendant les premiers mois de 1945. Ces chiffres proviennent des dossiers hospitaliers allemands, en particulier des cliniques qui ont commencé à procéder à des avortements de manière massive, une pratique qui avait été illégale en Allemagne, sauf pour des raisons médicales ou eugéniques. La professeure Attina Grossmann, dans ses recherches sur cette période, a découvert qu'avant le début de 1945, les avortements en Allemagne étaient sévèrement restreints. Cependant, avec l'arrivée de l'armée rouge et l'afflux de femmes enceintes en raison des viols, les médecins allemands ont simplement commencé à pratiquer la procédure en demandant uniquement une déclaration sous serment de la femme, confirmant qu'elle avait été victime de viol. Les registres montrent que les femmes spécifiaient typiquement des raisons socio-économiques pour l'avortement, comme l'incapacité d'élever un autre enfant, plutôt que des raisons morales ou éthiques, peut-être pour se distancier émotionnellement du traumatisme. La nature indiscriminée de la violence sexuelle est l'un de ses aspects les plus troublants. Les victimes comprenaient des filles de 8 ans et des femmes âgées de 80 ans. Une correspondante de guerre soviétique, Natalia Gesse, qui était présente lors de l'avancée, a déclaré sans ambiguïté que les soldats russes violaient toutes les femmes allemandes de 8 à 80 ans. Un major soviétique, lors d'une conversation avec un journaliste britannique, a tenté de justifier ce qui s'est passé par un commentaire qui mélangeait le cynisme à la brutalité. Il a affirmé que les soldats étaient si privés sexuellement qu'ils violaient souvent des femmes âgées de 60, 70 ou 80 ans, au grand étonnement, sinon au plaisir, de ses grands-mères. La réponse des femmes allemandes face à cette menace était variée, mais désespérée. Beaucoup essayaient de se rendre moins attrayantes, en se barbouillant le visage avec de la suie de charbon, en s'habillant avec des haillons, en cachant leurs cheveux. À Berlin, une femme a décrit comment elle et d'autres se préparaient à l'arrivée des soviétiques en appliquant ce maquillage pour l'Ivan, comme elles appelaient de manière péjorative les soldats russes. Elles se cachaient dans des sous-sols, des mines abandonnées, tout endroit qui pouvait offrir protection. Mais la protection était illusoire. Les soldats soviétiques fouillaient systématiquement chaque bâtiment, chaque abri. Le cri de « Frokom, Frokom, viens femme, prononcé avec un accent russe guttural, est devenu le son de la terreur. Les femmes qui essayaient de résister étaient menacées avec des armes. Les témoignages mentionnent à plusieurs reprises des soldats braquant des pistolets sur la tête de leurs victimes, laissant clairement entendre que toute résistance signifiait la mort assurée. 8 semaines en enfer. Le journal secret de Berlin. Le 20 avril 1945, tandis qu'Adolf Hitler célébrait son dernier anniversaire dans le bunker souterrain sous la chancellerie du Reich, le bombardement d'artillerie soviétique a commencé à tomber sur Berlin avec une intensité qui dépassait tout ce qui avait été expérimenté auparavant. 2500 canons ont tiré simultanément, illuminant le ciel nocturne. La bataille finale pour la capitale du Troisième Reich avait commencé. Pour les 3 millions de civils piégés à Berlin, principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées, ce bombardement marquait le début de 8 semaines, qui resteraient gravées dans la mémoire collective allemande comme l'une des périodes les plus traumatisantes de son histoire. Ce qui s'est passé à Berlin entre avril et juin 1945 a été documenté avec un détail sans précédent, grâce particulièrement à un journal exceptionnel qui est resté anonyme pendant presque 50 ans.
Martha Hillers avait 34 ans au printemps de 1945. Journaliste professionnelle et propagandiste du régime nazi, elle avait beaucoup voyagé à travers l'Europe avant la guerre, y compris plusieurs visites en Union soviétique où elle a appris le russe rudimentaire. Lorsque l'armée rouge a encerclé Berlin, Hillers vivait dans un immeuble d'appartements dans le district de Tempelhof. Elle tenait un journal dans 3 petits cahiers, documentant minutieusement chaque jour du 20 avril au 22 juin. Les premiers jours documentés par Hillers montrent une ville déjà dévastée par des mois de bombardements alliés. Des bâtiments entiers avaient collapsé, laissant des montagnes de débris. Les lignes de rationnement fournissaient des quantités de plus en plus petites de nourriture. Le système d'eau fonctionnait sporadiquement. L'électricité était un luxe rare. Les nuits se passaient dans les sous-sols et les abris antiaériens pendant que les bombes tombaient au-dessus. Les Hillers décrivent leurs voisins comme des habitants de cavernes, vivant principalement dans le sous-sol de l'immeuble qui offrait le seul sentiment de sécurité temporaire. Le bruit de l'artillerie se rapprochait chaque jour. Les rumeurs circulaient constamment. Des histoires de viols massifs dans les zones qui étaient déjà tombées sous contrôle soviétique, des récits d'ivresse incontrôlée, de brutalité aveugle. Les femmes partageaient ces histoires à voix basse, essayant de se préparer mentalement à l'inévitable. Le 27 avril, l'armée rouge est arrivée au bâtiment de Hillers. Elle décrit le bruit que toutes les femmes de Berlin ont appris à craindre. Des bottes lourdes montant les escaliers, des cris gutturaux en russe, le fracas violent des culs de fusil contre les portes. « Frokom, Frokom » résonnait dans les couloirs. Les soldats, dont beaucoup étaient ivres, faisaient irruption dans les appartements à la recherche de montres, de femmes et d'alcool, dans cet ordre. La première fois que Hillers a été violée s'est produite dans l'escalier de l'immeuble, juste à côté de la porte du sous-sol où ses voisins se réfugiaient. Elle a tenté de courir vers la sécurité de l'abri, mais la porte a été rapidement fermée devant elle par les autres résidents, terrifiés d'attirer l'attention. Des mains l'ont attrapée, l'ont traînée dans les escaliers. Elle décrit l'expérience avec une sécheresse délibérée, comme si documenter les faits cliniquement était la seule façon de les traiter psychologiquement. Au cours des jours suivants, Hillers a été violée à plusieurs reprises. Son journal évoque 8 agressions au cours des premières semaines. Mais ce qui rend son témoignage particulièrement précieux, c'est qu'il ne documente pas seulement sa propre expérience, mais aussi celle de toutes les femmes de son immeuble et de son quartier. La veuve de l'étage inférieur, une femme de 60 ans, a été violée par 3 soldats. Une adolescente de 16 ans qui vivait au bout de la rue a été violée par un groupe de 20 hommes en une nuit. Une petite fille de 12 ans a été hospitalisée après avoir été agressée par plusieurs soldats. Les dossiers médicaux de Berlin, qui ont partiellement survécu à la destruction de la fin de la guerre, fournissent une confirmation statistique de ce que Hillers documente de façon anecdotique. Entre avril et mai 1945, plus de 100 000 cas de viol ont été rapportés rien qu'à Berlin. Ce chiffre provient des dossiers hospitaliers, mais les historiens estiment qu'il ne représente qu'une fraction du nombre réel, car de nombreuses femmes n'ont jamais cherché de traitement médical par peur, honte ou simple impossibilité d'atteindre un hôpital. Les conséquences médicales furent dévastatrices. 90% des femmes de Berlin contractèrent des maladies vénériennes au cours des premiers mois de l'occupation. Les hôpitaux encore en activité furent submergés par des cas de syphilis et de gonorrhée. Les médecins allemands, travaillant avec des fournitures médicales très limitées, faisaient ce qu'ils pouvaient, mais les conditions étaient désespérées. Le nombre de grossesses résultant de viols violents a explosé. Entre juin 1945 et juin 1946, seulement dans le district de Neukölln, dans le sud-est de Berlin, 996 demandes d'avortement ont été approuvées spécifiquement sur la base de viols par des soldats soviétiques. Une femme qui s'est rendue à l'office de santé de Neukölln le 16e décembre 1945 a expliqué sa situation. « Jusqu'à ce moment-là, j'avais vécu si heureusement avec mon mari et les enfants. J'avais 4 enfants. Au plus petit, j'ai dû l'enterrer le 18 mai. Il avait 4 mois. Maintenant, je suis dans une situation désespérée. Je ne veux pas avoir cet enfant sous aucun prétexte. » Le nombre de suicides a également augmenté de manière dramatique. Des femmes de tous âges choisissaient la mort plutôt que de continuer à vivre avec le traumatisme. Certains suicides étaient individuels, mais il y avait aussi des cas de familles entières
qui mettaient fin à leurs jours ensemble. La méthode la plus courante était l'empoisonnement au cyanure, mais il y avait aussi des pendaisons, des coupures de veines, des sauts depuis des immeubles élevés. Les registres officiels de décès montrent un pic massif dans les morts classées comme suicides pendant avril et mai 1945. Mais le journal de Hillers documente également une autre dimension de l'horreur, la stratégie de survie que de nombreuses femmes ont développée. Après avoir été violée à plusieurs reprises par des soldats ordinaires qui la laissaient à terre et passaient à la victime suivante, Hillers a pris une décision calculée. Elle a activement cherché un officier soviétique de rang supérieur qui pourrait lui fournir une protection. Elle en a trouvé un lieutenant appelé Anatole dans son journal, qui a accepté d'entretenir une relation sexuelle continue avec elle en échange de la protéger des autres soldats. Cette stratégie de chercher un loup pour se protéger des loups est devenue courante parmi les femmes de Berlin. Ce n'était pas exactement de la prostitution au sens conventionnel, mais ce n'était pas non plus un consentement libre. C'était transactionnel, une négociation dans un environnement totalement coercitif où les alternatives étaient d'être violée à plusieurs reprises par plusieurs hommes ou de maintenir une relation sexuelle continue avec un qui offrait au moins une certaine protection et peut-être de la nourriture. Lorsqu'Anatole fut transféré sur un autre front, Hillers trouva un autre officier, qu'il appelle simplement « le Major » dans son journal. C'était un homme âgé avec une jambe blessée, plus raffiné qu'Anatole, qui lui apportait de la nourriture, des petits cadeaux, même une bicyclette. Hillers monte la bicyclette dans les rues détruites de Berlin et décrit ressentir de la joie pour la première fois depuis longtemps. C'est un moment profondément troublant dans le journal. Une joie véritable au milieu d'un trauma continu, une adaptation psychologique à ce qui était impensable. La complexité de ces relations de protection soulevait et soulève encore des questions éthiques difficiles. Le droit international contemporain, en particulier les normes de la Cour pénale internationale, considère comme irrélévant le consentement lorsqu'il se produit dans un environnement coercitif comme une occupation militaire. Selon ces normes, toutes les relations sexuelles entre femmes allemandes et soldats soviétiques en Sentis Antis 1945 étaient des viols, indépendamment de ce que les femmes en disaient comme des choix stratégiques. Mais de nombreuses femmes, y compris Hillers, considéraient ces relations comme de véritables choix. Bien qu'elles se produisent dans un ensemble d'options toutes horribles, elles exerçaient le peu d'agence qu'elles avaient dans une situation de complète impuissance. Certaines ont même développé un véritable affect pour les officiers qui les protégeaient, une forme de syndrome de Stockholm avant que le terme n'existe. La connaissance du russe de Hillers l'a mise dans une position unique et dangereuse. Les soldats et officiers soviétiques la cherchaient constamment comme interprète pour aider à localiser des choses, trouver des femmes, coudre des uniformes. Cette visibilité l'exposait à davantage de dangers, mais lui donnait aussi un pouvoir de négociation limité. Elle pouvait parler aux soldats, expliquer, négocier, ce que la plupart des femmes allemandes ne pouvaient pas faire. La nature indiscriminée de la violence sexuelle à Berlin se manifeste dans de nombreux témoignages. Magda Wieland, âgée de 81 ans au moment de son interview en 2002, se souvenait vivement du jour où l'armée rouge est arrivée dans son bâtiment. Elle avait alors 18 ans. Le premier soldat qui l'a trouvée dans le sous-sol était un Asiatique de 16 ans d'Asie centrale qui l'a violée. Plus tard dans la journée, un groupe de soldats, en colère, affamés, sans chaussures, est arrivé. Ils l'ont violée à nouveau. L'un d'eux, particulièrement brutal, l'a frappée à la tête, la considérant comme sa propriété personnelle. Ruth Schumacher, une autre survivante qui a partagé son histoire des décennies plus tard, a décrit comment elle a été violée immédiatement par 5 soldats russes à Halle-Brückdorf après le retrait des forces américaines et la prise de contrôle par les soviétiques. Elle avait 18 ans. Les viols ont eu lieu dans une mine abandonnée où des civils se réfugiaient des bombardements d'artillerie, entourés d'eau glacée jusqu'aux genoux. Le regard de Staline, complicité et silence du Kremlin. Alors que l'horreur se déroulait dans les rues de Berlin et dans d'innombrables villes et villages allemands, la question qui résonne à travers l'histoire est « Que savaient les autorités soviétiques et que firent-elles à ce sujet ?» Les preuves issues de documents déclassifiés après la chute de l'Union soviétique fournissent des réponses troublantes qui éclairent la relation complexe entre crimes individuels
et responsabilité institutionnelle. Joseph Staline, au sommet du pouvoir soviétique, était parfaitement informé. Les rapports arrivaient à son bureau régulièrement depuis plusieurs sources. Le NKVD, l'appareil de sécurité d'État soviétique dirigé par Lavrenti Beria, maintenait son propre réseau de surveillance qui surveillait non seulement l'ennemi, mais aussi l'armée rouge. Les commissaires politiques adjoints à chaque unité militaire faisaient directement rapport à Moscou. Les rapports de renseignement militaire fournissaient des évaluations détaillées. Staline connaissait l'ampleur de ce que faisaient ses soldats. Un document particulièrement révélateur de l'archive d'État de la Fédération de Russie, connu sous l'acronyme russe GARF, contient un rapport envoyé directement à Staline et Beria. Le document déclarait sans ambiguïté que de nombreux Allemands déclarent que toutes les femmes allemandes en Prusse orientale qui sont restées ont été violées par des soldats de l'armée rouge. Le rapport continuait avec de nombreux exemples spécifiques de viols en groupe, y compris explicitement des cas de filles de moins de 18 ans et de personnes âgées. Les bureaucrates soviétiques qui ont compilé ces rapports n'ont pas tenté de cacher ou de minimiser ce qui se passait. La réponse de Staline à cette information était révélatrice de son indifférence. Lorsque Milovan Djilas, le homme politique communiste yougoslave, se plaignit personnellement à Staline des violations commises par les troupes soviétiques en Yougoslavie, Staline offrit une réponse qui est devenue infâme. Djilas devait comprendre, suggéra Staline, si un soldat qui avait marché des milliers de kilomètres à travers le sang et le feu et la mort voulait s'amuser avec une femme ou prendre une bagatelle. Dans le système moral de Staline, la souffrance subie par les soldats soviétiques leur donnait carte blanche pour infliger de la souffrance aux autres. Lors d'une autre occasion documentée, lorsque l'on informa Staline sur les abus sexuels de réfugiés allemands par des soldats de l'armée rouge, il répondit qu'il y avait trop de discours envers les soldats et qu'ils devaient avoir leur propre initiative. Ce commentaire est particulièrement significatif car Staline ne tolérait pas simplement passivement la violence, mais décourageait activement les tentatives de la contrôler. Dans sa vision, restreindre le comportement des soldats après leur victoire nuirait à leur morale et à leur sens du triomphe. Cependant, il serait inexact de dire qu'il n'y a eu aucune réponse officielle. Le maréchal Konstantin Rokossovski, commandant du 2e front biélorusse, a émis l'ordre numéro 006 dans une tentative de canaliser les sentiments de haine vers la lutte contre l'ennemi sur le champ de bataille au lieu de les diriger contre des civils. L'ordre reconnaissait implicitement que la violence contre les civils se produisait et posait problème. Mais les mots sur le papier ont peu d'effet sans application, et il n'y avait pas de système efficace pour faire respecter cette directive. Certains commandants individuels ont pris des mesures drastiques. Il y a des rapports d'un commandant de division de fusiliers qui a personnellement tiré sur un lieutenant qui alignait un groupe de ses hommes devant une femme allemande étendue par terre. De tels actes de justice sommaire étaient des gestes individuels de décence dans une mer d'impunité, et non partie d'une politique systématique. La plupart des officiers n'ont rien fait, ou pire, ont participé eux-mêmes. Le général Tsigankov, chef du département politique du 1er front ukrainien du maréchal Ivan Konev, a envoyé un rapport particulièrement révélateur à Moscou sur les violations massives commises contre des femmes soviétiques qui avaient été des travailleuses forcées en Allemagne. Ce qui était remarquable dans ce rapport n'était pas sa documentation sur le crime, mais sa recommandation, que ces victimes féminines ne soient pas autorisées à diffuser des histoires négatives sur l'armée rouge lorsqu'elles seraient rapatriées en Union soviétique. La préoccupation centrale des autorités n'était pas le bien-être des victimes, mais la protection de la réputation de l'armée. Le 20 avril 1945, précisément le jour où a commencé l'assaut final sur Berlin, la Stavka, le haut commandement soviétique, a émis un ordre déclarant qu'il était nécessaire de maintenir de bonnes relations avec les civils allemands afin de réduire la résistance et d'aboutir à une fin plus rapide des hostilités. Cet ordre suggère que les autorités soviétiques reconnaissaient que la violence contre les civils était militairement contre-productive, prolongeant la résistance allemande au lieu de la briser. Cependant, cette considération purement tactique a eu peu d'effet sur le comportement des troupes. La question de savoir s'il y a eu ou non une politique officielle de viol comme arme de guerre est complexe. Aucun document n'ordonne explicitement aux troupes de violer des femmes allemandes. Le viol n'a pas été légalement sanctionné comme tactique militaire, mais la combinaison de la rhétorique de vengeance venant d'en haut
le manque de sanctions effectives pour les auteurs et l'indifférence de Staline et de la haute hiérarchie ont créé un environnement où la violence sexuelle était effectivement permise, si ce n'est explicitement ordonné. Le professeur russe Oleg Rzhechevski a affirmé que 4148 officiers de l'armée rouge et un nombre significatif de soldats ont été condamnés pour des atrocités commises contre des civils allemands. Ce chiffre, s'il est exact, suggère qu'il y a eu quelques tentatives d'appliquer la discipline militaire. Cependant, lorsqu'on le compare aux estimations de 2 millions de victimes, la proportion de coupables sanctionnés par rapport aux crimes commis est microscopique. La grande majorité des soldats ayant participé à des violences sexuelles n'ont jamais fait face à aucune conséquence. L'historien britannique Richard Overy a fortement critiqué le refus des historiens russes contemporains de reconnaître pleinement les crimes de guerre soviétiques. Overy soutient que ce refus est partiellement motivé par le sentiment que beaucoup de cela était une vengeance justifiée contre un ennemi qui avait commis des choses pires, et partiellement parce qu'ils écrivaient l'histoire des victorieux. Dans la narration officielle soviétique et post-soviétique, l'armée rouge était une armée de libération qui avait sauvé l'Europe du fascisme. Admettre l'ampleur de ses propres crimes compliquait dangereusement cette narration héroïque. La politique officielle soviétique concernant le pillage était initialement restrictive, mais est rapidement devenue permissive. Les soldats revenants devaient passer par des contrôles douaniers, qui limitaient initialement ce qu'ils pouvaient ramener en Union soviétique. Cependant, un rapport envoyé à Staline cet été de 1945 soulignait que les exigences douanières actuelles bénéficiaient à des spéculateurs de villages frontaliers polonais, et non aux soldats soviétiques revenants. En conséquence, une résolution datée du 14 juin de 1945 a corrigé la situation en levant les contrôles douaniers sur les troupes de l'armée rouge revenant. 50 ans de silence. Le tabou que l'Allemagne ne pouvait nommer. Lorsque les armes se sont enfin tues, en mai 1945, les femmes allemandes qui avaient survécu au traumatisme de la violence sexuelle massive ont fait face à une seconde victimisation, le silence. Pendant plus d'un demi-siècle, ce qui leur était arrivé est resté un sujet tabou, enveloppé dans des couches de honte personnelle, de culpabilité collective et de manipulation politique. Ce silence a été imposé à la fois de l'extérieur et de l'intérieur, créant un traumatisme intergénérationnel qui a à peine commencé à être déballé au début du XXIe siècle. Ruth Schumacher, qui a été violée par 5 soldats soviétiques quand elle avait 18 ans, est restée silencieuse pendant 58 ans. Lorsqu'elle a finalement pris la parole publiquement en 2007, à l'âge de 83 ans, elle a expliqué pourquoi elle était restée muette si longtemps. Je ne voulais pas savoir sur les expériences de personne d'autre, et elle ne voulait pas savoir sur les miennes. Ma conscience pesait suffisamment, et je ne voulais pas l'aggraver. Bien sûr, nous nous sentions honteuses de ce que les nazis avaient de fait, mais on ne devrait jamais rendre l'appareil, n'est-ce pas? Cette déclaration encapsule le mélange complexe d'émotions qui a gardé les femmes allemandes dans le silence. Il y avait de la honte personnelle concernant ce qui leur était arrivé, une honte exacerbée par les attitudes sociales de l'époque qui blâmaient les victimes de viol. Il y avait un sentiment de culpabilité collective concernant les atrocités nazies, un sentiment que les Allemands en tant que peuple méritaient une punition pour ce qu'ils avaient fait. Et il y avait une peur politique, en particulier dans l'Allemagne de l'Est communiste, où critiquer l'armée rouge était littéralement un crime contre l'État. La réaction au journal de Martha Hillers illustre vivement comment la société allemande n'était pas prête à confronter cette histoire. Lorsque le livre a été publié en allemand pour la première fois en 1959, la réponse a été brutale. Les critiques allemands n'ont pas attaqué l'authenticité du journal, mais son existence même. Hillers a été accusé de « salir l'honneur des femmes allemandes ». Le sous-texte de cette accusation était clair. Les femmes allemandes devaient rester silencieuses sur leurs souffrances pour protéger la dignité nationale. Le concept de l'honneur des femmes allemandes était particulièrement problématique. Il reflétait une mentalité où le viol était perçu non pas comme un crime contre la femme individuelle, mais comme un affront à l'honneur masculin collectif, aux hommes allemands qui avaient échoué à protéger leurs femmes. La professeure Attina Grossmann, dans ses recherches sur cette période, a soutenu que le thème du viol
avait été réprimée dans l'Allemagne de l'Ouest d'après-guerre pour reconstruire la confiance des vétérans allemands masculins. Le fait que tant de femmes aient été violées était perçu comme une blessure à la virilité masculine et non comme une violation directe des corps des femmes. Cette remasculinisation de l'État allemand occidental dans les années 50 nécessitait de restaurer les rôles masculins traditionnels et l'institution masculine d'une armée. Affronter ouvertement l'ampleur massive du viol compliquait cet agenda. Si des millions de femmes allemandes avaient été violées pendant que les hommes allemands étaient ou morts, prisonniers ou incapables de les protéger, que disait cela de la masculinité allemande? C'était plus facile de ne tout simplement pas parler du sujet. Honteuse et blessée par la réaction hostile à son livre, Martha Hillers prit une décision qui résonnerait pendant des décennies. Elle interdit toute republication de son journal de son vivant. Le livre disparut effectivement de la circulation en Allemagne, n'étant disponible que dans des bibliothèques spécialisées. Hillers vécut le reste de sa vie dans un relatif anonymat, mourant à Bâle, en Suisse, en juin 2001 à l'âge de 90 ans. Jusqu'à son dernier jour, elle garda son anonymat, et le livre ne porta jamais son nom de son vivant. Dans l'Allemagne orientale communiste, le silence était encore plus absolu et politiquement imposé. Le régime communiste de la République démocratique allemande dépendait complètement du soutien soviétique pour son existence. Le récit officiel était que l'armée rouge avait libéré l'Allemagne du fascisme. Toute suggestion que ces libérateurs avaient commis des atrocités massives était inacceptable. La censure était absolue. L'historienne a découvert que dans la future Allemagne de l'Est, toute preuve des crimes de l'armée rouge a été systématiquement éliminée des archives. Rapports, photographies, documents sur les pillages, les viols, l'incendie des fermes et des villages par l'armée rouge ont été effacés. Ce qui ne pouvait pas être détruit a été scellé dans des archives secrètes inaccessibles. L'État communiste allemand de l'Est a participé activement à cacher l'histoire de ses propres citoyens. Même les tentatives de la propagande soviétique et de l'Allemagne de l'Est de nier ce qui s'était passé étaient parfois absurdes. Au départ, il a été suggéré que la majorité des violations avaient été commises par des Allemands déguisés en soldats soviétiques, y compris des bataillons Werwolf de résistance nazie. Ce récit était tellement manifestement faux que même la propagande officielle n'a pas pu le maintenir longtemps. Mais la tentative elle-même démontre le niveau de déni institutionnel. Les conséquences psychologiques pour les survivantes du silence forcé ont été profondes et durables. Les psychologues qui ont étudié le trauma reconnaissent que parler des expériences traumatiques fait partie intégrante du processus de guérison. Lorsque les victimes sont contraintes au silence, le trauma s'enquiste, n'est pas traité et continue de causer des dommages psychologiques pendant des décennies. Beaucoup de femmes qui ont finalement parlé publiquement dans les années 2000 ont décrit avoir vécu toute leur vie avec de la dépression, de l'anxiété, des difficultés dans les relations intimes, le tout sans comprendre complètement que ces problèmes étaient liés au trauma non traité de 1945. L'affaire de Hannelore Kohl est particulièrement tragique. L'épouse du futur chancelier allemand Helmut Kohl, elle a été violée en groupe par des soldats soviétiques en mai 1945 alors qu'elle n'avait que 12 ans. Pendant le viol, elle a été jetée par une fenêtre du premier étage, subissant une grave blessure au dos qui l'affecterait toute sa vie. Hannelore a souffert de maladies longues et graves que des experts considéraient comme des conséquences du traumatisme infantile. En 2001, elle s'est suicidée. Son histoire n'a été rendue publique qu'après sa mort, lorsque son biographe a révélé ce qui lui était arrivé 56 ans plus tôt. Le silence a également eu des dimensions générationnelles. Les filles et les fils de femmes qui avaient été violés savaient souvent que quelque chose de terrible était arrivé à leur mère, mais on n'en parlait jamais ouvertement. Ce secret de famille créait une atmosphère de traumatisme non articulé qui se transmettait à la génération suivante. Les psychologues appellent cela le traumatisme intergénérationnel, où les effets du traumatisme se transmettent à des descendants qui n'ont pas directement vécu l'événement traumatique original. À Berlin, le monument à la mémoire de la guerre soviétique à Treptower Park est devenu un symbole de cette mémoire réprimée et des tensions qu'elle engendrait. Le monument, inauguré en mai 1949, est une structure massive de style architectural monumental typiquement soviétique.
En son centre se trouve une statue d'un soldat soviétique triomphant tenant un enfant allemand, une image conçue pour représenter l'armée rouge comme une force bienveillante de compassion et de justice. Pour de nombreux Berlinois, en particulier les femmes de la génération de la guerre, le monument évoquait des sentiments très différents. Ils l'appelaient, dans des conversations privées, la tombe du violeur inconnu. Ce surnom non officiel exprimait l'amère ironie d'un monument qui glorifiait une armée ayant causé tant de souffrances. Mais ce commentaire n'était fait qu'en privé, jamais en public, un autre exemple de la façon dont la vérité historique était connue, mais ne pouvait être dite ouvertement. La division de l'Allemagne en Est et Ouest après la guerre a encore compliqué la mémoire de ces événements. En Occident, surtout à mesure que la guerre froide s'intensifiait, il y avait quelques tentatives de documenter des crimes soviétiques comme partie de la propagande anticommuniste. Cependant, ces efforts étaient contaminés par leur motivation politique, et beaucoup d'Allemands occidentaux soupçonnaient que les histoires d'atrocités soviétiques étaient exagérées à des fins de propagande. Dans les années 50, 60 et 70, la société allemande était plus intéressée par la reconstruction que par le fait de regarder en arrière. Le miracle économique de l'Allemagne de l'Ouest a fourni un récit de succès et de renaissance qui n'avait pas d'espace pour des souvenirs traumatiques. La question de l'Holocauste et de la culpabilité allemande pour la Seconde Guerre mondiale dominait toute discussion sur le passé, laissant peu de place pour considérer les Allemands comme victimes de quoi que ce soit. Les chercheurs qui ont tenté d'étudier le sujet des viols massifs de 1945 ont rencontré des obstacles significatifs. De nombreuses femmes survivantes se refusaient simplement à parler. Celles qui étaient prêtes à parler insistaient souvent pour rester complètement anonymes. Les dossiers médicaux qui auraient pu fournir des preuves statistiques avaient été détruits dans de nombreux cas, que ce soit pendant le chaos de la fin de la guerre ou délibérément après. La chercheuse allemande qui a tenté de réaliser une étude universitaire sur les victimes allemandes de viols dans les années 2000 a découvert qu'elle était arrivée trop tard pour réaliser des histoires orales. La petite quantité de survivantes vivantes était très âgée et rouvrir le sujet serait traumatique. Brisèrent le silence. Le journal qui a changé l'histoire. Le nouveau millénaire a marqué un changement fondamental dans la manière dont l'Allemagne et le monde affrontaient l'histoire de la violence sexuelle massive à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui avait été un secret honteux murmuré uniquement en privé est devenu un sujet de best-seller, de films, d'études académiques et de débats publics. Cette transformation ne s'est pas produite par accident, mais en raison de multiples facteurs convergents, la mort des dernières survivantes, l'ouverture des archives soviétiques et un changement générationnel en Allemagne qui permettait une discussion plus nuancée sur la victimisation allemande sans nier la culpabilité pour l'Holocauste. La republication du journal de Martha Hillers en 2003 a été le catalyseur. L'éditeur Hans Magnus Enzensberger, un poète et essayiste allemand de renom, a pris la décision de republier Eine Frau in Berlin 2 ans après la mort de Hillers. Il a maintenu l'anonymat de l'auteur, respectant son désir de vie privée, bien qu'elle ne soit plus en vie pour ressentir la honte de la révélation. La réponse du public allemand en 2003 était radicalement différente de celle de 1959. Le livre est devenu immédiatement un best-seller national, restant dans les listes pendant 19 semaines consécutives. Les critiques louaient sa brutale honnêteté et sa prose sèche et directe. Les critiques notaient comment le journal évitait le sentimentalisme et l'autocompassion, présentant en revanche une chronique décharnée de survie dans des conditions impensables. En septembre 2003, 3 mois après la publication, l'éditeur littéraire Jens Bisky du journal Süddeutsche Zeitung a identifié publiquement l'auteur anonyme comme Martha Hillers. Bisky avait enquêté et découvert que Hillers avait travaillé comme journaliste pendant l'ère nazie, écrivant de la propagande pour le Troisième Reich, y compris une brochure de recrutement pour la marine. Cette révélation a provoqué une controverse littéraire immédiate. L'éditeur Enzensberger était furieux que la vie privée de Hillers ait été envahie posthumément. L'identification de Hillers en tant que propagandiste nazi compliquait mais n'invalidait pas son témoignage. Certains critiques ont tenté d'utiliser son passé nazi pour discréditer l'ensemble du journal, suggérant qu'il s'agissait de propagande anticommuniste. Cependant, cette ligne d'attaque n'a pas prospéré.
L'historien allemand Walter Kempowski, engagé par l'éditeur pour vérifier l'authenticité du journal, a comparé les notes originales avec la version publiée et a confirmé que le document était authentique. Hillers avait ajouté du matériel au manuscrit dactylographié qui n'était pas dans le journal original, mais les éditeurs et les critiques s'accordaient à dire que cela faisait partie du processus normal de révision et d'édition. L'historien britannique Anthony Beevor, dont le propre livre « Berlin, la chute 1945 » avait été publié 1 an auparavant, a affirmé publiquement sa conviction en l'authenticité du journal de Hillers lorsqu'il a été publié en anglais en 2005. Beevor a écrit l'introduction pour la nouvelle édition anglaise, déclarant que le contenu du journal se conformait parfaitement à sa connaissance détaillée de la période et à d'autres sources primaires qu'il avait utilisées dans sa propre recherche. Le livre de Beevor représentait un jalon dans l'historiographie de ce sujet. Intitulé « Berlin, la chute 1945 », il était le résultat d'une recherche approfondie dans des archives russes, en particulier les archives d'État de la Fédération de Russie, connues sous le nom de GARF, ainsi que dans des archives allemandes, américaines, britanniques, françaises et suédoises. Beevor avait eu accès à des rapports du NKVD documentant les violations massives, des ordres militaires soviétiques, des témoignages de soldats, des journaux civils et des dossiers médicaux. C'était la première histoire académique importante en anglais traitant des violations massives, non comme une note de bas de page, mais comme un élément central de la narration. La réponse aux révélations de Beevor a été divisée le long de lignes nationales. En Occident, son travail a été largement salué comme une historiographie courageuse et importante. En Russie, cela a provoqué une indignation officielle. L'historien russe Oleg Rzhechevski a fortement critiqué Beevor, arguant que son utilisation de phrases telles que « les Berlinois se souviennent » et « les expériences des femmes allemandes violées » était plus appropriée pour de la fiction de gare que pour une recherche scientifique. Rzhechevski a également déclaré que les Allemands auraient pu s'attendre à une avalanche de vengeance après ce qu'ils ont fait en Union soviétique, mais que cela ne s'est pas produit. Beevor a répondu en défendant sa méthodologie. La majorité des preuves sur le sujet, a-t-il expliqué, provenaient de sources soviétiques, notamment des rapports du NKVD dans le GARF, et d'un large éventail de récits personnels fiables. Il a exprimé l'espoir que des historiens russes adopteraient une approche plus objective envers le matériel dans leurs propres archives, qui contredisait le mythe héroïque de l'armée rouge en tant que libérateur en 1945. L'historien britannique Richard Overy de l'université d'Exeter a critiqué la réaction russe, arguant que les historiens russes se refusaient à reconnaître les crimes de guerre soviétiques. Overy a suggéré que cela était en partie parce qu'ils estimaient que beaucoup constituaient une vengeance justifiée contre un ennemi qui avait commis des actes pires, et en partie parce qu'ils écrivaient « l'histoire des victorieux ». Ce refus russe de confronter honnêtement les crimes de l'armée rouge se poursuivrait et s'intensifierait dans les décennies suivantes. En 2008, le journal de Hillers a été adapté en film sous le titre « Anonyma, une femme à Berlin ». Réalisé par Max Färberbuck et avec l'actrice allemande Nina Hoss dans le rôle principal, le film a porté l'histoire à un large public. Il a été nommé pour un prix national du film allemand. Le film n'a pas évité les aspects les plus brutaux de l'histoire, montrant de multiples scènes de violence sexuelle, mais capturait également l'ambiguïté morale des relations de protection que des femmes comme Hillers formaient avec des officiers soviétiques pour survivre. Le film a suscité un large débat public en Allemagne sur la mémoire, la culpabilité et la victimisation. Des émissions de télévision ont consacré des épisodes spéciaux au sujet. Des journaux ont publié des articles d'opinion et des courriers des lecteurs. Certaines femmes âgées, inspirées par l'attention publique, ont partagé leurs propres expériences pour la première fois. La journaliste de télévision allemande Ingeborg Jacobs a préparé un documentaire pour la chaîne publique ZDF sur le sujet, menant de nombreuses interviews avec des femmes touchées qu'elle a présentées avec sensibilité et talent narratif. Cependant, le débat a également révélé des tensions persistantes. Certains critiques soutenaient qu'en se concentrant sur la souffrance allemande, ces récits risquaient de relativiser l'Holocauste et les atrocités nazies.
C'était une peur légitime dans un pays où la mémoire de l'Holocauste est centrale pour l'identité nationale d'après-guerre. D'autres répondaient que reconnaître que des Allemands ont également été victimes dans certains contextes ne nécessitait pas de nier ou de minimiser les crimes allemands dans d'autres contextes. Il était possible, soutenait-il, de maintenir deux vérités simultanément, que les nazis ont commis un génocide et que des civils allemands innocents ont également énormément souffert. Un développement particulièrement significatif a été le travail de l'historienne allemande Miriam Gebhardt. Son livre « Crimes Unspoken, le viol des femmes allemandes à la fin de la Seconde Guerre mondiale », publié à l'origine en allemand en 2015, a fondamentalement reconsidéré le sujet. Gebhardt soutenait que le récit dominant qui attribuait la grande majorité des viols exclusivement à l'armée rouge était incomplet. En utilisant des dossiers d'hôpitaux et des données sur les enfants d'occupation, elle estimait que des soldats américains, britanniques et français avaient également commis des viols significatifs, bien qu'à une échelle moindre que les soviétiques. Selon la recherche de Gebhardt basée sur des chiffres de l'Office fédéral de la statistique de 1956, environ 68 000 enfants de l'occupation sont nés de mères allemandes entre 1945 et 1955. Parmi ceux-ci, 55% ont été engendrés par des Américains, 15% par des Français, 13% par des Britanniques, 5% par des Soviétiques, 3% par des Belges et 10% par d'autres nationalités. En utilisant des estimations selon lesquelles un cas sur 10 de grossesse résultant de viol allait à terme et que 5% des enfants de l'occupation ont été conçus par viol, Gebhardt est arrivé à des estimations révisées du nombre total de viols. Le travail de Gebhardt était controversé, car il défiait le récit établi selon lequel la violence sexuelle était principalement un crime soviétique. Cependant, ces découvertes ne niaient pas que les soviétiques avaient commis la majorité des viols, seulement que le phénomène était plus large que ce qui avait été précédemment reconnu. Des soldats américains avaient violé des femmes en Bavière. Des soldats français, en particulier des troupes coloniales marocaines, avaient commis des viols dans le sud-ouest de l'Allemagne. Des soldats britanniques avaient commis quelques crimes, bien qu'en moindre nombre. Un cas particulièrement perturbant, documenté par Gebhardt, impliquait 2 soldats américains qui forcèrent 2 enfants à effectuer une fellation en juin 1946. Un autre cas impliquait un soldat marocain qui viola un homme allemand identifié comme W.H. en 1945. La victime contracta une syphilis de 3e degré suite à l'attaque, mais lorsqu'il essaya de demander une compensation 15 ans plus tard, les autorités allemandes refusèrent la demande pour manque de preuves. Gebhardt notait également qu'il y avait des victimes masculines de viol, tant des enfants que des hommes adultes, mais qu'elles étaient absentes des calculs en raison du manque de données disponibles. Le viol masculin était souvent minimisé ou réinterprété par les victimes elles-mêmes pour éviter la stigmatisation sociale. La recherche sur ce sujet a commencé trop tard pour les histoires orales. Les petits nombres de survivants vivants étaient très âgés et rouvrir le sujet serait traumatisant. La réponse des autorités aux violations variait selon la nationalité. Les militaires américains et britanniques maintenaient des systèmes de cour martiale qui traitaient des cas de viol et de meurtre, bien que les chiffres aient été relativement faibles par rapport aux démissions. L'approche était souvent racialisée, avec des soldats noirs américains faisant face à des accusations et des punitions disproportionnées par rapport aux soldats blancs pour des crimes similaires. Écosse de guerre, leçon non apprentie de l'histoire. Les événements de 1945 en Allemagne n'ont pas existé dans un vide historique. Pour comprendre pleinement leur signification, nous devons les situer dans le contexte plus large de la violence sexuelle dans les conflits armés, tant ceux qui ont précédé que ceux qui ont suivi. Cette contextualisation ne relativise pas les crimes ni ne diminue la souffrance des victimes, mais éclaire des modèles persistants dans la conduite humaine pendant la guerre et soulève des questions urgentes sur la prévention et la responsabilité. Le viol est un crime qui existe depuis aussi longtemps que la guerre elle-même. Dans les conflits à travers les siècles, des femmes de populations conquises ont été victimes de violences sexuelles par des armées victorieuses. Ce qui rendait le front de l'Est de la Seconde Guerre mondiale particulièrement dévastateur était l'échelle sans précédent de la violence et la documentation extensive qui a survécu
pour que les historiens puissent l'étudier. Les crimes de l'Armée rouge en Allemagne, en 1945, doivent être vus dans le contexte de ce qui s'était passé lorsque l'Allemagne a envahi l'Union soviétique 4 ans plus tôt. La Wehrmacht, l'armée allemande, avec des unités des SS, a commis des atrocités massives sur le territoire soviétique, y compris des viols systématiques dans le cadre d'une campagne de terreur. Les estimations basées sur des registres soviétiques et des témoignages suggèrent qu'entre 750 000 et 1 million d'enfants sont nés à la suite de viols commis par des soldats allemands contre des femmes soviétiques. L'auteur Ursula Scheele, dans sa recherche publiée dans le journal Zur Debatte die Ausstellung Vernichtungskrieg, Verbrechen der Wehrmacht, 1940 et 1944, estimait qu'environ une femme sur 10 violée par des soldats allemands aurait été enceinte. En utilisant cette proportion, elle calculait qu'il était probable qu'au maximum 10 millions de femmes en Union soviétique aient pu être violées par la Wehrmacht. D'autres sources estiment que les viols de femmes soviétiques par la Wehrmacht oscillent jusqu'à 10 millions d'incidents. À Smolensk, le commandement allemand a ouvert des bordels pour officiers où des centaines de femmes et de filles ont été contraintes, souvent tirées par les cheveux ou sous la menace d'une arme. À Lviv, 32 femmes travaillant dans une usine de vêtements ont été violées et assassinées par des soldats allemands dans un parc public. Un prêtre qui a essayé d'arrêter cette atrocité a été tué. Dans un autre incident à Lviv, des soldats allemands ont violé des filles juives qui ont été assassinées après être tombées enceintes. Cette violence n'a pas été commise par un petit nombre de soldats malhonnêtes. Les historiens Alex G. Kay et David Stahel soutiennent qu'un pourcentage très élevé de soldats de la Wehrmacht a participé à des crimes de guerre sur le front oriental, y compris des violences sexuelles. La frontière entre les soldats propres qui ont seulement combattu et les criminels de guerre qui ont commis des atrocités est beaucoup plus floue que ce que la société allemande d'après-guerre voulait admettre. Pendant les années 50, lorsque l'Allemagne avait besoin de rétablir des forces armées pour faire face à la guerre froide, il y avait peu d'appétit pour juger les crimes de guerre des soldats de la Wehrmacht. La historiographie allemande de cette période voyait les crimes de guerre commis par des soldats allemands comme exceptionnels plutôt que comme ordinaires. Les soldats étaient considérés comme des victimes du régime nazi. Cette attitude peut se retrouver dans certaines œuvres allemandes jusqu'à aujourd'hui, qui minimisent le nombre de soldats ayant participé à des crimes nazis. Cela était particulièrement vrai parce que le public allemand, dans la période immédiate d'après-guerre, était plus intéressé à se voir lui-même qu'à voir d'autres comme victimes. Par conséquent, le thème des atrocités de l'Armée rouge contre des civils allemands en 1944-45 a suscité beaucoup plus d'intérêt populaire et historique dans les années 50 que le thème des atrocités de la Wehrmacht contre des civils soviétiques en 1940 et 1944. Cette asymétrie d'attention reflétait non pas une histoire objective, mais des besoins psychologiques allemands à ce moment-là. Établir ce contexte historique ne justifie pas les crimes soviétiques. Rien ne justifie la violation. Mais cela aide à expliquer la mentalité de vengeance qui animait de nombreux soldats soviétiques. Ils avaient personnellement vu ce que les Allemands avaient fait dans leur patrie. Ils avaient trouvé les ruines de leur village, les fosses communes avec leurs voisins, les preuves de violences sexuelles massives contre des femmes soviétiques. Lorsqu'Alexandre Solzhenitsyn a écrit « Vous savez très bien que nous sommes venus en Allemagne pour nous venger », il capture un sentiment qui était largement partagé parmi les troupes soviétiques. Cependant, reconnaître qu'il existait un désir de vengeance ne le rend pas moralement acceptable. Les civils allemands individuels qui ont été victimes en 1945 n'étaient pas personnellement responsables de ce que la Wehrmacht avait fait en Russie. Les femmes qui ont été violées n'avaient pas voté pour Hitler, n'avaient pas ordonné d'atrocités, n'avaient pas commis de crimes de guerre. Elles étaient des victimes innocentes, punies pour les crimes de leur gouvernement et de leur armée. C'est le principe fondamental du droit humanitaire international. Les civils ne peuvent pas être des cibles légitimes de vengeance pour les actions militaires ou politiques de leur gouvernement. Le développement du droit international après la Seconde Guerre mondiale a été partiellement motivé par la reconnaissance que les protections pour les civils en temps de guerre étaient inadéquates. Les conventions de Genève de 1949, adoptées 4 ans après la fin de la guerre, ont considérablement élargi les protections pour les civils sur le territoire occupé.
La 4e Convention de Genève interdit explicitement la violence contre les civils, y compris la violence sexuelle, dans les territoires occupés. Des développements juridiques ultérieurs ont renforcé ces protections. Les tribunaux pour crimes de guerre établis pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda dans les années 90 ont reconnu explicitement le viol comme crime de guerre et crime contre l'humanité lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque systématique contre la population civile. Le statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté en 2000, inclut le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée et la grossesse imposée comme crime contre l'humanité. Un aspect particulièrement important du développement juridique contemporain est le concept d'environnement coercitif. Les tribunaux internationaux ont établi que le consentement d'une victime à une activité sexuelle est sans importance lorsqu'il se produit dans un environnement intrinsèquement coercitif comme l'occupation militaire. Appliquée aux événements de 1945, cette norme signifierait que toutes les relations sexuelles entre soldats soviétiques et femmes allemandes étaient des viols, indépendamment de la façon dont les femmes les décrivaient comme des choix stratégiques de survie. Cette position légale soulève des questions philosophiques complexes sur l'agence féminine et la victimisation. Des femmes comme Martha Hillers, qui ont formé des relations de protection avec des officiers soviétiques, se voyaient elles-mêmes comme exerçant un choix dans un ensemble terrible d'options. Depuis leur perspective subjective, elles prenaient des décisions stratégiques qui augmentaient leurs chances de survie. Le droit international contemporain rejette cette construction, arguant que l'environnement coercitif invalide tout consentement apparent. Les deux positions ont une validité morale. Les femmes exerçaient effectivement une agence, mais cette agence opérait dans un cadre de coercition qui la viciait fondamentalement. Les parallèles avec des conflits plus récents sont troublants. En Bosnie, durant les années 90, le viol a été utilisé systématiquement comme arme de guerre, avec environ 20 000 à 50 000 femmes bosniaques musulmanes violées par les forces serbes. En Rwanda, en 1994, entre 250 000 et 500 000 femmes ont été violées durant le Baha Itetin, génocide. Au Darfour, dans les années 2000, la violence sexuelle était une partie intégrante de la campagne de nettoyage ethnique. Dans des conflits en République démocratique du Congo, en Syrie, au Myanmar, le viol continue d'être utilisé comme tactique de terreur contre les populations civiles. La persistance de la violence sexuelle dans les conflits armés, malgré le développement du droit international, démontre l'écart entre les normes légales et la réalité pratique. Créer des lois interdisant le viol en temps de guerre est relativement facile. Appliquer ces lois de manière efficace est extraordinairement difficile. Cela nécessite la volonté politique des gouvernements de poursuivre leurs propres soldats, des systèmes de justice fonctionnels dans des contextes de post-conflit et un soutien international pour les tribunaux et les cours. L'impunité massive des auteurs de violations en Allemagne en 1945 illustre ce problème persistant. Bien qu'il soit estimé que des centaines de milliers de soldats soviétiques aient participé à la violence sexuelle, seulement 4 148 officiers et un nombre non spécifié de soldats ont été condamnés pour atrocités contre des civils allemands. Cette proportion minuscule de châtiments par rapport aux crimes est typique des conflits armés à travers l'histoire. Les auteurs de violences sexuelles en temps de guerre font rarement face à la justice. Les conséquences pour les victimes sont profondes et durables. Des études psychologiques sur des survivants de viols en temps de guerre documentent des taux élevés de troubles de stress post-traumatique, de dépression, d'anxiété, de problèmes de santé physique incluant des blessures permanentes, des maladies sexuellement transmissibles, des grossesses non désirées et une stigmatisation sociale. Pour de nombreuses victimes, le traumatisme continue d'affecter leur vie des décennies après l'événement. Le suicide de Hannelore Cole en 2001, 56 ans après son viol à 12 ans, illustre comment le traumatisme non traité peut persister toute une vie. Les conséquences sociales sont également significatives. Dans les sociétés avec des structures familiales traditionnelles et des valeurs d'honneur, les victimes de viol peuvent souvent faire face au rejet de leur propre famille et communauté. Dans certains cas, elles sont considérées comme souillées ou contaminées. Ce stigma peut être aussi dévastateur que la violence originale. Le silence imposé aux femmes allemandes après 1945 était en partie dû à ce stigma social.
Une leçon critique des événements de 1945 est l'importance de la discipline militaire et du leadership. Les armées qui maintiennent une discipline stricte et punissent sévèrement les crimes contre les civils ont des taux de violence sexuelle significativement plus bas que les armées où l'impunité est la norme. L'Armée rouge, en 1945, est un exemple du deuxième type. Une armée où des dirigeants, de Staline vers le bas, envoyaient le message que les crimes contre les Allemands seraient tolérés. Le résultat fut une violence massive qui n'avait aucun but militaire et qui a irrémédiablement terni la victoire soviétique sur le fascisme.